Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée pour 1 h 30 d'émission. Alors, ce matin, en compagnie du docteur Benachnou, nous allons encore revenir sur ces mesures barrières, sur l'hygiène de vie que nous devons donc avoir au quotidien en ces temps de conjoncture sanitaire quand même assez difficile. Vous le savez, depuis les premiers cas du Covid ici en Algérie, bien entendu, les associations travaillent d'arrache-pied afin d'éradiquer la pandémie et donc afin d'apporter de l'aide beaucoup plus sur terrain. Ce matin, nous aurons en notre compagnie donc un représentant de la Fondation Nasser Khair qui viendra nous parler des actions donc de la Fondation sur terrain pour combattre, pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Aussi, Wim sera parmi nous ce matin. Alors elle est étudiante en pharmacie. Elle a décidé ce matin de partager avec nous les applications santé qui ont été aussi lancées en ces temps de Covid. C'est une autre forme, donc cette fois-ci numérique, électronique, de lutter contre le Covid. Samira Hadjamar, ce matin, nous emmènera du côté de l'Est du pays, plus précisément du côté de Sokaras, pour nous faire découvrir l'une des premières universités de l'humanité, à savoir l'université de Mador actuelle. Voilà, donc nous aurons également une journaliste parmi nous, ce sera par Skype, donc qu'elle nous rejoindra en cette matinée. Elle est de Bouira, elle nous parlera de travail de sensibilisation de proximité qui se fait encore une fois pour lutter contre la Covid-19. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Je vous retrouverai pour le premier plateau après cette pause musicale en hommage au feu Edir, donc la chanson légendaire, immortelle, indémodable aussi, Avavei Nouva, qui est donc interprétée par Stina et Karen Matesson. Voilà, allez, on se retrouve juste après.
très belle reprise en hommage à Idir qui a été faite donc par la finlandaise Stina et l'irlandaise Karen Matheson. Voilà, donc une très très belle reprise, un très bel hommage donc à feu Idir. Voilà, alors nous commençons avec notre premier plateau, à savoir en compagnie de Wiham. Wiham, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik, ça va Wiham, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors Wiham, vous êtes étudiante en pharmacie. En effet. Et vous êtes aussi dans le mouvement associatif du moment que vous êtes coordinatrice des relations externes au niveau donc, de l'association des étudiants en pharmacie d'Alger. En effet. En effet. Alors aujourd'hui, Wiham, vous êtes venu nous parler d'un sujet qui est très intéressant, du fait que depuis donc, les premiers cas de la Covid-19 en Algérie, donc, plusieurs associations ont été entreprises pour lutter contre la Covid, notamment des applications téléchargeables donc, qui peuvent nous accompagner. En effet, donc pendant cette crise, il y a eu plusieurs initiatives pour lutter contre la propagation du Covid-19, notamment l'apparition, enfin l'émergence de plusieurs applications mobiles à visée informative surtout et aussi préventive. Donc à titre d'exemple, je citerai Sahhatouka, Toubib, Covid Rescue et aussi CovInfo. D'ailleurs, c'est l'application dont on va parler aujourd'hui. Donc elle a été lancée par la start-up Golden Corp Algérien. En fin mars, donc juste avec le début de la pandémie du Covid-19. Donc là, si on comprend bien, donc finalement, ce sont des applications qui sont lancées par des startups. Donc ce sont finalement des jeunes entrepreneurs qui se sont carrément lancés dans la sensibilisation d'une autre manière. Exactement. Donc c'est des startups algériennes, des petites entreprises qui viennent tout juste d'être créées et qui se sont lancées dans la sensibilisation. Bon, le projet a été concrétisé en collaboration avec le staff médical, donc des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, la première ligne de défense, pardon, je dirais. Il est important de savoir qu'avec le début de cette pandémie, il y a eu une sorte de psychose qui s'est installée. Effectivement. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à divulguer des informations fausses sur les réseaux, etc. Donc, ah oui, les fake news, ça a fait quand même un effet très néfaste, un effet négatif. Exactement, donc les personnes, surtout pour les personnes les plus stressées, celles qui ne s'informent pas sur la maladie, elles ont tendance à croire ce genre d'informations, les informations fausses. Et c'est dans cette perspective que Golden Corp Algeria a créé cette application, donc CovInfo. C'est donc une application qui a d'abord une visée informative. Donc, corriger les idées reçues, les fausses informations, etc. Elle est disponible sur covinfo.app, donc elle est téléchargeable. Ensuite, elle regroupe des informations sur la pandémie, à savoir les moyens de transmission. Donc, on sait que le virus se transmet à travers les gouttelettes de salive qu'on éjecte par la bouche, les moyens de prévention, donc le port de masque, l'importance du lavage des mains, le lavage correct des mains et à défaut l'utilisation du gel hydroalcoolique plusieurs fois dans la journée, surtout lorsqu'on sort. Et justement, dans ce sens, dans ce qui est hygiène, l'application accompagne finalement avec une alarme, n'est-ce pas? Exactement. Donc, ce qui est particulièrement intéressant dans cette application, c'est le fait qu'on peut régler une alarme chaque 2 heures où on peut définir le délai afin de laver les mains, de les désinfecter, de prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour prévenir la maladie, pour se protéger, etc. Donc finalement, pas se donner des excuses pour se dire que nous avons oublié de nous laver les mains. Ou... Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui change aussi par rapport au reste. Donc également, ce qu'il y a à côté, il y a le côté informatif bien sûr de l'application, donc comme je l'ai cité, les moyens de prévention, de transmission, le rappel, mais aussi des statistiques
et un suivi en temps réel de la pandémie en Algérie. Donc c'est important de rester informé sur les nouveaux cas, les personnes guéries, les personnes en réanimation. Ça nous permet de nous situer, d'être plus vigilants aussi. Voilà, donc ça retrace un peu l'évolution de la pandémie en Algérie. Donc je tiens à rappeler aussi que le but principal de cette application est de corriger les idées reçues, de calmer un peu la psychose qui s'est installée dans notre population et voilà, de faire parvenir ça à un maximum de personnes et d'accompagner aussi. D'accompagner et aussi de diffuser et divulguer un peu ces habitudes, ces bonnes habitudes d'hygiène et les rendre comme un mode de vie. Pour se familiariser avec, pour vivre avec cette pandémie, pour vivre avec ce virus, parce que c'est en fait la stratégie qu'on doit adopter maintenant. Voilà, c'est vivre avec, donc accepter l'existence du virus et donc vivre avec bien sûr, bien entendu, le respect des bonnes mesures d'hygiène et les mesures barrières. Mais sinon, oui, Anne, donc ça c'est pour ce qui était donc, de l'application. Donc vous nous rappelez juste le nom de l'application? C'est COVINFO. COVINFO, donc le site de téléchargement c'est covinfo.app. Il faut juste le taper et ensuite on a le lien du téléchargement et il suffit juste de la télécharger et on a la plateforme avec tout ce que j'ai cité comme information. Juste une question, oui, par rapport à cette application. Alors, est-ce que les créateurs de cette application, est-ce qu'ils travaillent par exemple en collaboration avec le staff médical? Justement, elle a été créée et concrétisée en collaboration avec le staff médical. Donc, comme je l'ai cité précédemment, c'est les personnes qui sont en première ligne de défense, à savoir des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des urgentistes de différents hôpitaux qui ont apporté leur aide. Il faut savoir aussi que c'est les personnes les plus informées sur la pandémie, étant donné qu'ils sont sur le terrain, qu'ils font face aux malades, qu'ils les traitent et qui sont le plus présents aussi dans cette lutte. Voilà, alors oui, on va terminer peut-être sur une actualité du côté des associations qui activent sur terrain. Alors donc, mis à part ces startups qui sont très engagées dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, il y a aussi les associations estudiantines qui se sont tout aussi investis dans cette lutte. Donc l'ACEPA, l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger, qui s'est montrée particulièrement active durant cette période de confinement, à travers la publication de plusieurs affiches, designs, vidéos, webinars concernant le Covid-19 et tout ce qui entoure le Covid-19. Donc récemment, l'association a sorti sa toute première revue scientifique qui a pour principal thème le Covid-19 et la vaccination, qui traite bien sûr beaucoup d'autres aspects, mais dont le principal sujet est la pandémie actuelle. Bien sûr. Donc, la revue regroupe des statistiques, des informations, les moyens de prévention, etc. Mais aussi un livret qui est tout nouveau, qui s'intitule le CSE, donc le Clinical Skills Event, et qui en fait regroupe plusieurs dossiers, notamment la pharmacie galénique, plusieurs rubriques aussi. Donc les maladies chroniques, il faut savoir que par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, la thyroïde, c'est des maladies qui sont très répandues en Algérie, donc c'est important de les traiter et c'est ce qui a été fait dans ce livret. Ensuite, bien sûr, il y a une rubrique pour le Covid-19, voilà, encore une fois, et ça a été détaillé côté symptomatologie et diagnostic, la prévalence de la maladie, 10%, 20%, tout est détaillé dans le livret. Et voilà, les chances, en fait, il y a la VPN et la VPP qui sont des valeurs qui indiquent la probabilité d'avoir la maladie selon notre entourage et selon le résultat du frottis à la PCR. Très bien, voilà. Donc ça c'était pour l'actualité. Merci beaucoup Anne d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup pour ce partage d'informations. On vous retrouvera très bientôt, donc pourquoi pas pour d'autres informations. Inch'Allah, voilà, merci beaucoup Anne. Donc on continue, alors on reste toujours avec ces mesures barrières, avec l'hygiène qu'on doit donc adopter au quotidien afin de lutter contre la propagation donc, du coronavirus
coronavirus, la Covid-19. Et là, je vous propose un reportage sur donc l'achat et l'intérêt par rapport à tout ce qui est, par rapport donc à tout le matériel qui va nous permettre donc de lutter contre la Covid-19, notamment les masques ainsi que les solutions hydroalcooliques. Pardon, regardez, on se retrouve juste après. Depuis quelques jours et avec la recrudescence des cas Covid positifs, les Algériens se ruent vers les pharmacies, les grandes surfaces et autres commerces pour s'approvisionner en bavettes, gel hydroalcoolique et produits désinfectants. Alors la vente des gels hydroalcooliques et des bavettes, elle a repris parce qu'il y a 3 semaines, un mois de cela, ça s'est stagné un peu. Mais ça n'a pas repris qui m'a la première vague de corona. Les gens ils étaient affolés, ils achetaient, genre, au lieu d'acheter un gel, ils achetaient 5, les bavettes, ils croyaient qu'on n'allait plus avoir et tout. Mais là en ce moment, les clients ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un gel qui ne colle pas, un gel qui contient de l'éthanol plutôt que de l'alcool, des gels plutôt des lingettes antiseptiques en même temps alcoolisées. Parce qu'il y a eu à un moment donné un creux de la vague. Tout le monde s'est dit, bon, c'est pas grave, ça y est, c'est fini, etc. On ne mettra plus les bavettes, on prendra plus les barrières sanitaires, donc distanciation, gel hydroalcoolique, des choses aussi simples d'ailleurs. Les citoyens conscients du danger qui les guette en raison de cette pandémie qui ne cesse de prendre de l'ampleur ne comptent plus désormais leur argent pour acheter tous les produits et équipements de protection nécessaires. La demande des citoyens concernant les produits désinfectants a augmenté depuis quelques jours, cela en raison de la situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Je trouve que les Algériens ont pris conscience du danger dans lequel on se trouve et font de plus en plus attention. La propreté doit être de mise en ce moment pour éradiquer ce virus. On doit se laver constamment les mains, mettre du gel désinfectant et utiliser de l'eau de javel pour se protéger contre tout risque de contamination. Moi, je fais toujours attention. Je mets du gel désinfectant, je porte la bavette et je ne rentre dans une boutique que lorsqu'il n'y a pas de monde. Alors que l'Algérie vient de dépasser la barre symbolique des 1000 décès, la population prend de plus en plus conscience de l'importance de la prévention et du respect des mesures d'hygiène pour freiner la marche en avant du virus. Et oui, donc l'Algérie dépasse quand même la barre des 1000 décès, un chiffre quand même très alarmant, un chiffre effrayant. Et seule façon de lutter contre la Covid-19, c'est l'hygiène. Encore une fois, et nous allons encore une fois en parler en compagnie du docteur Benachnou. Docteur, bonjour. Ça va. Docteur Benachnou Fethi. Nous sommes une dynastie. Non, disons une tribu. Une tribu. Voilà, alors docteur, on le voit donc à travers le reportage de notre collègue Saïd Fellak, l'Algérie donc dépasse la barre de 1000 décès, et ça c'est quand même un chiffre très effrayant. Et pourtant, donc, la seule façon finalement de baisser les chiffres, c'est les mesures barrières. C'est tout ce que nous avons jusqu'à présent. Vous avez très bien présenté le problème. C'est le problème. Je crois que nous, citoyens, nous avons une grande responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Nous n'avons pas toute la responsabilité, mais nous avons une responsabilité. Nous avons la responsabilité de nous protéger. Il faut que chacun se prenne en charge, lui. Ensuite, en se prenant en charge, je vais expliquer comment, il va prendre en charge ceux qui sont les plus chers. Parce qu'il ne faut pas avoir cette hypocrisie. Quand on a un comportement absurde, qui entraîne un décès. Mais on a un comportement absurde qui entraîne un décès des plus proches. Moi, je trouve que c'est hypocrite, que ce n'est pas une peine réelle. Le fait, quand on a le mort, on commence à pleurer, à crier, à tout ça. Pourquoi? Parce que le virus qui existe, il faut sortir de cette idée. Mais est-ce que mon message va aux gens concernés? Si on a un portable des plus sophistiqués qui a été fait grâce à des progrès technologiques, et en même temps
En même temps, moi qui possède ça, je dis non, c'est pas vrai, le virus n'existe pas. C'est pas bon, c'est pas uniquement en Algérie. Oui. Ces gens-là regardent Internet et ils montrent les décès dans les pays du monde entier. Un bilan catastrophique, docteur. Catastrophique dans le monde entier. Surtout dans les pays où on a pris à la légère, je ne veux pas citer les pays, où on a pris à la légère, au plus haut niveau du pays, on a pris à la légère, on ne mettait pas de masque, on ne mettait pas de ceci. Moi, je trouve qu'en Algérie, c'était important. Je suis ni diplomate, ni politicien. Le problème, il n'est pas du tout là. Le fait qu'on ait pris dès le départ de cette pandémie, on a été de bons élèves. Nos responsables ont été de bons élèves, de très bons élèves, parce qu'ils voyaient ce qui se passait en Italie, ils voyaient ce qui se passait en France, ils voyaient ce qui se passait en Espagne, aux États-Unis. Espagne, ils voyaient ce qui se passait en Chine. On a tout de suite compris, parce qu'on était attentifs, parce qu'on était responsable de la santé de nos concitoyens. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas dans le monde entier, je défie de dire, il y a des mesures qui sont le port du masque. Et on ne répétera jamais assez. Pourquoi le port du masque? C'est pas pour vous étouffer. C'est pas pour embêter les gens. Chaque personne est libre. Non, c'est que ce virus qui vit avec nous, qui vit avec l'humanité, je ne dis pas qu'il vit en Algérie, inventé par des Algériens ou dans je ne sais quel dessin, non, qui vit dans le monde entier. Il y a une phrase en arabe, il n'y a pas de différence en américain, un russe, un congolais, un algérien, il n'y a pas de différence. On est tous soumis au même créateur qui est Dieu. Et c'est à ce moment-là, le virus existe avec nous, on ne le voit pas sur ce plateau. Inch'Allah, il n'y a pas de virus, parce que, alhamdoulilah, mais il y a des microbes qu'on ne voit pas. Je dis microbes dans le sens large, populaire du terme. Il y a des microbes, il y a des champignons, il y a des êtres qui vivent. Et on doit se protéger. Comment? Ce virus, pourquoi on met ça? Je le répète, ce n'est pas pour embêter les gens. C'est parce que la nature du virus, chaque virus, ce microbe, il a besoin de se déplacer. Il a besoin. Je regarde avec Samat, je regarde avec le Qbih, je regarde avec il cherche il cherche. La meilleure, c'est d'avoir une attitude défensive, protectrice. Ce virus, sa caractéristique, c'est qu'il se déplace par la voie aérienne. Moi, face à toi. Quand je parle, j'émets des... C'est pas les postillons, parce qu'on a tous des amis, des collègues, quand ils parlent, ils t'arrosent. C'est pire que ça, c'est ce qu'on appelle les gouttelettes de Puga. Elles sont pas visibles, elles sortent des gouttelettes d'eau, elles sont pas visibles, mais le virus, il transporte. Si je suis face à vous, c'est un rêve. Si je suis... Pourtant c'est toute la réalité, hein. Oui. Si je suis face à vous, à moins d'1 mètre, maintenant, on dit à moins de 2 mètres. Ça peut, et ce virus lui réserve des surprises. La donnée de maintenant, d'aujourd'hui, peut être, parce qu'on fait des découvertes, il y a des recherches pointues, chaque jour, il y a des données nouvelles. Là, maintenant, si je suis à moins de 2 mètres de la personne avec qui je discute, là, ça c'est sûr que je vais arroser. Et il y a une chose aussi importante. Si une personne est contaminée, il y a eu des études, cette personne va contaminer 3 personnes. 3 personnes. Chaque personne de ces 3 personnes va contaminer 3. En un mois, il y a presque 50 ou 60 contaminés. En un mois, vous avez déjà donné beaucoup de temps. Hein. C'est sur les 48 heures. 48 heures. Alors, pour faire bien scientifique, c'est ça ce que je reproche à mes collègues experts, ils utilisent des termes techniques. C'est ce qu'on appelle le R0. Le R0. Mais l'information vis-à-vis de la population ne doit pas être une information technique. C'est comme moi, maintenant, un maçon, il me dit... Il faut mettre des barres de fer de 30, des tuyaux de 50. Je ne m'y connais pas, moi, dans ces trucs-là. Et c'est là où il faut utiliser des termes pratiques. Donc, nécessaire de mettre un barrage, un mur contre la propagation de ce virus. Mais ça ne suffit pas. On dit des mesures barrières. Voilà. C'est pas parce qu'on met un masque... Alors, avant de passer à une autre mesure barrière, restons quand même sur le masque.
Le masque aujourd'hui, alors ça devient une mode hein, pour beaucoup d'autres personnes. Alors on voit, voilà, avec des couleurs, avec des tissus, avec des logos, et là, donc finalement, est-ce qu'il y a aussi des caractéristiques, voilà, je cherchais le mot, les normes. Est-ce qu'il y a quand même des normes qu'on doit respecter par rapport au port du masque? J'ai compris votre question. Hélas, mais chez hélas, le terme est très important. Au début, on avait peur. Tout le monde avait peur, on disait le masque, d'ailleurs l'utilisation a été, elle est suivie, les découvertes, les recherches. On arrive maintenant à la conclusion que le masque est obligatoire, un élément important. Mais le masque, ce terme il est absurde. Premièrement, ce terme répond à des normes. Des normes concernant le tissu. Au début, c'est pas une question de couturière ou de prendre un tissu et montrer des gens en train de coudre que je remercie. Il faut un tissu spécial parce qu'il doit permettre la respiration. Et la respiration, il y a une caractéristique, ce virus, c'est comme nous, il a des mensurations, taille, hauteur, tout ça, lui aussi. Il ne faut pas qu'il puisse traverser les fibres du textile. Parce que le textile, c'est un tissu spécial. Ça, c'est important. Deuxièmement, là, on commence des citoyens, moi, ça me crée une petite allergie et tout ça. Ce tissu doit être lavable. C'est là où est le risque d'allergie. La nature du tissu et la manière de le laver. Il y a des femmes qui m'ont dit, moi je le lave avec un savon parfumé au jasmin, des trucs comme ça pour changer un petit peu l'odeur. Non, c'est ça qui donne l'allergie. Parce que ce savon parfumé au jasmin, ou là au musc, ou là au je ne sais quelle fleur des bois, ou fleur de Tahiti, ou je sais pas, des noms absurdes, c'est des produits chimiques. Ça n'a rien à voir avec le jasmin pur. L'odeur est une odeur synthétique qui peut provoquer des allergies. On lave ce masque, on le lave avec du savon de Marseille. Moi, je dis toujours savon de Béjaïa, parce qu'il nous a été volé. C'est vrai, il a été volé à Béjaïa, on lui a transféré. Le savon, on l'appelle sabon tarf. Sabon hajara. Sabon hajara. Et ce qui est important, éviter d'utiliser le savon en poudre. Parce que vous voyez maintenant les savons en poudre, eux aussi... c'est aussi plein de produits chimiques. Quand on respire, on est pris d'éternuement, d'allergie, tout ça. On le lave avec le savon al-hajara. Ça, c'est important. Moi, ce que je conseille, il y a très important aussi la manière de le mettre. Celui-là, je le tripote pour des raisons d'expérience. On prend... Voilà, on le prend par les oreillettes, on appelle ça oreillettes, on le place et on accroche les oreillettes. Vous parliez de normes, on y va pour les normes. Beaucoup sont gênés par la nature de l'élastique, ça c'est vrai, ça blesse un petit peu. Surtout avec l'humidité, avec... Là, il ne faut pas utiliser, c'est avec oreillettes, il y a des trucs qui sont avec comme un masque et ça tient dans le dos, fait la nuque. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est pas possible? C'était au départ. Ensuite, j'ai dit que c'est un ensemble, c'est un packaging. Le masque qui est très important, fondamental, suivi du... Alors, avant de parler donc des autres mesures d'hygiène, restons encore une fois sur le masque, du moment que nous avons un reportage là où notre collègue Badia Amarni, elle qui a rencontré les citoyens et elle a un petit peu récolté leur avis par rapport au port du masque. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Si beaucoup portent correctement leur masque de protection en suivant scrupuleusement les orientations des spécialistes, d'autres néanmoins persistent à les ignorer. Chose que tous peuvent constater de visu au quotidien. Pour certains, c'est sur leurs doigts qu'ils préfèrent accrocher leur bavette. Ils la portent au niveau du menton, la mettent dans leur poche ou encore autour du poignet. J'ai reçu un appel au téléphone, je suis sorti sans bavette. Ah là là, parce qu'on est là. J'ai une bavette sur moi, mais je ne la porte que lorsque je rentre dans un commerce. On essaie de transmettre l'information à nos clients sur le port obligatoire du masque. Certains l'acceptent et d'autres non.
Paradoxalement, beaucoup de personnes occultent sciemment les mesures barrières, même si elles sont conscientes de leur importance et de la gravité de la crise sanitaire, et leurs excuses sont nombreuses. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je ne porte pas mon masque. Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai mis mon masque sur le menton. Lorsque je porte un masque, j'étouffe car j'ai un problème au niveau du nez. Je porte souvent ma bavette, mais pas toute la journée car elle m'étouffe. Ça dépend des personnes. Certains supportent la bavette tandis que d'autres non, surtout en pleine chaleur. Une catégorie de la population s'obstine pour sa part à nier catégoriquement l'existence même du virus. Personnellement, je ne crois pas vraiment à cette maladie. J'entends les chiffres des 475 décès, mais je ne connais personne dans mon entourage qui en est mort. On sort parce qu'on est obligé de travailler. Au vu du nombre des cas confirmés de Covid-19 qui ne cesse d'augmenter ces derniers temps, la vigilance reste de mise pour éviter toute contamination. Et voilà, on parle encore une fois de vigilance docteur. Alors on a vu un petit peu les témoignages de certains citoyens. Donc on voit quand même qu'il y en a ceux qui prennent conscience comme de la situation. D'autres, le port, il est occasionnel. Pour d'autres, donc c'est pas du tout de l'ordre du jour. Ouais. Chauffé, sincèrement. Donc les avis sont très... je félicite, sincèrement, professionnellement, je ne suis pas pour ton colère, moi, c'est l'hnana, tout ça, non. Depuis le temps qu'on vous connaît, bah oui. Professionnellement, je remercie les réalisateurs et surtout la réalisatrice. La journaliste. Et surtout la journaliste, les caméramans qui focalisaient. Vous voyez les défauts, je crois que dans les émissions de sensibilisation, il ne faut pas ramener des grands experts. J'ai vu ça, moi, en tant que téléspectateur. Il me parlait, est-ce que le test PCR est plus efficace que le test rapide ou moins rapide, ou que les tests sérologiques. Ça passait au-dessus. J'ai vu ça sur une chaîne. Ça passait vraiment au-dessus de la tête des citoyens. Je crois que ce sont ces informations-là, ces comportements-là, qu'il faudrait, et c'est très bien, c'est pour ça que je dis bien. Je crois que là, par exemple, c'est un document pédagogique dans le sens d'une éducation sanitaire qui doit être projeté dans les écoles, dans les lycées pour le futur. On ne sait pas, il faut répéter, c'est pour ça que j'ai commencé l'introduction, sur le pourquoi. Le virus a deux portes de pénétration. Sinon, il meurt. Le virus meurt s'il n'emprunte pas les narines et la bouche. Donc, si vous portez, ça ne sert à rien du tout, vous êtes en train de vous embêter. Parce que vous laissez les portes grandes ouvertes de pénétration du virus. C'est le virus, quand on met un masque, il y a réellement un mur. C'est comme moi, si maintenant je fonce, je trouve un mur, je n'arrive pas à passer. Mais le fait comme ça. Ensuite, il y a un truc intéressant, très intéressant, le monsieur qui a dit « Je ne porte le masque que lorsque je rentre dans un commerce ». Eh bien, monsieur, si vous m'écoutez, je vous remercie et vous faites de l'œuvre de santé publique. Le virus se trouve partout. Partout. Commerce, rue, zanqa, zniqa, وين كاين البشر وين كاين الناس كاين الفيروس même برا même في دارك في المخده تاعك لو كان عندك وليدك ما يديرش الماسك يخرج الزنقه بلا ماسك ويدخل انت اللي راك دير الماسك في الكوميرس راك راح tu vas être atteint. Donc le virus existe partout et il attend l'occasion pour pénétrer par le nez et par la bouche parce qu'il est aérien. ما عندوش ما يجيش يمشي ابيي ولا احنا كي نتنفسوا رانا نوسيو. Et encore une fois, moi je trouve qu'il faudrait parler longuement sur cela. Ensuite, marcher comme ça, comme un sac. Vous les femmes, vous avez des petits sacs comme ça. Oui, nous avons des petits sacs. Le mien, celui que j'ai ramené aujourd'hui, est tout petit. Voilà, il a un petit peu la taille du masque. Eh bien, messieurs, ne jouez pas aux dames. Et ça, c'est pas fait pour. Et même dans mon petit sac, j'ai 3 bavettes en plus. Voilà. Dans mon petit sac. Ça, c'est un masque qui nous protège pour être porté. Fais-le nez, pas pour être baladé comme ça. Ne jouez pas aux dames avec un petit sac. Ça, et surtout, cette notion de faire ça comme ça,
Mais à quoi ça sert? J'ai dit que ce qui est fondamental pour le virus, il a besoin que deux choses. Tout le corps, il n'en a pas besoin. Il a besoin que deux choses, les narines et la bouche. Mais docteur, on avait beaucoup parlé donc de ces deux portes d'entrée. Et qu'en est-il des yeux, paraît-il aussi? Ça pourrait être une porte? Alors là, on va y aller. Vous n'allez pas me dire que le temps presse. Hein. On ne m'a rien dit pour l'instant. On ne m'a rien dit. Le fait de parler, et une fois la régie, elle a projeté la diffusion, on appelle. Oui. Comment on diffuse, et maintenant on croit, il y a de nouvelles données découvertes, c'est ce qu'on appelle l'effet aérosol. Vous voyez quand vous mettez le déodorant, vous voyez ces petits trucs qui se dégagent comme ça. Et c'est comme ça, l'effet aérosol est important. Mais revenons au fait, c'est nous l'aérosol. C'est nous qui allons diffuser. Et pour éviter ça, il faut mettre ça. Quand vous portez ça, vous n'avez pas diffusé ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, ni la gorge. Et c'est là, vous n'allez pas me dire, on va parler. Et c'est là où il y a une chose importante. Le second moyen pour que les microbes se déplacent, c'est ce qu'on appelle les infections manu-portées. Manu, c'est la main, portée par les mains. Je fais ça. On ne le voit pas, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et c'est là où moi j'enrage. Nous avons un système national de santé qui axe sur la prévention, qui a créé des structures qui existent. L'État paye des sommes, des salaires, et il paye des factures pour la prévention. La prévention, ça consiste à éduquer ta population. Éduquer au point de vue sanitaire, expliquer. Parce que moi j'ai vu un responsable USA parler que je ne suis pas là pour éduquer la population. Alors là, ils font l'éducation sanitaire fait partie intégrante, intime d'un système sanitaire. C'est toute une stratégie finalement. Toute une stratégie et c'est important. Et il faut, quand on pose la main, on transporte manu-porté des microbes de toute nature. Et on a fait même des études. Combien de fois on touche son visage? Oui. Alors l'étude, c'est en moyenne 20 fois par heure. Par heure, on touche son visage. Et chez nous, on fait ça, donc, alors je fais ça, je vais sortir, Omar, et entre. Non, ça fait rire, notre comportement, quand on le décrypte, ça fait rire. Donc, ce qu'il faut, c'est la distanciation sociale. Et surtout, là, je peux passer à l'autre. Vous pouvez. Et là, puisque c'est manu-porté, pas uniquement le Covid. Attention, les recommandations de se laver les mains, l'hygiène. C'est pas parce que il y a le Covid-19. Ça veut dire que s'il n'y a pas le Covid-19, après on peut se curer le nez, on peut mettre ses mains n'importe où, on peut. Non, il y a encore d'autres maladies. La tuberculose existe toujours. On peut la transporter. Donc la deuxième, c'est un packaging. J'ai vu les mesures barrières. C'est un packaging, c'est un tout. C'est comme un algorithme. 1, 2, ça passe 1, 2, 3, 4. Le deuxième, c'est porter le masque. Le deuxièmement, c'est se laver les mains. C'est laver les mains surtout. Et correctement, donc c'est pas se laver les mains n'importe les enfants. J'ai vu des enfants avec toute leur innocence, c'est formidable. Il y avait une sœur qui regardait la télé et il y a eu le dessin animé des trucs. Omar, peut-être dessin animé. Le frère était aux toilettes. Il est sorti avec leur innocence merveilleuse des enfants. Il s'est juste barbouillé les mains. Il s'est mouillé les mains finalement. Il s'est mouillé les mains et il y a de très grands microbes qui sont liés au fécalum, c'est-à-dire ça c'est important de transporter notre tube digestif. Donc se laver les mains, se couper les ongles et veiller au niveau des enfants à se couper les ongles et utiliser une brosse à dents usée sans trop forcer pour ne pas blesser. C'est ça l'hygiène des mains. Et avec cette épidémie en cours, il faut les laver 5-6 fois par jour. Une chose, le savon de Marseille, on peut l'utiliser à gogo, savon de tarf. Mais attention, surtout pour les femmes au foyer qui sont très très strictes,
attention à l'utilisation abusive de l'eau de Javel. Abusive. Il faut que ça soit très dilué. Oui. Très, très dilué. C'est pas parce que je vais mettre de la... À ce moment-là, vous aurez un autre problème au niveau des ongles et au niveau de la peau, des eczémas, des réactions allergiques. Ça, c'est très important. Porter le masque. Peut porter réellement partout, parce que le microbe est partout, le virus est partout. Merveilleux, je reviens à ce documentaire qui disait que je ne le porte que dans les magasins. Le virus est partout. Alors, on le signale. On le signale dans le cerveau, on le signale le tube digestif, on l'a trouvé les selles, comme on dit, les fadalettes. Et une chose, une nouvelle technique, comme indicateur de la présence d'un virus, il paraît que le virus est présent bien avant qu'il n'infecte les gens. On analyse les eaux usées. J'ai vu un documentaire où, je ne sais pas, je pose la question à Alger, est-ce que c'est possible? Grande ville, Alger, Oran, Annaba, est-ce qu'on fait ce type d'études? Ça serait intéressant de voir si c'est vérifié. On le fait parce que j'avais déjà fait des reportages dans ce sens. Ah, très bien. On le fait. Voilà. Très bien, et il semblerait, je n'ai pas encore de document officiel, c'est-à-dire technique, il semblerait qu'une augmentation des virus qu'on remarque dans les eaux usées précède une augmentation des cas. Elle nous renseigne à l'avance de l'augmentation des cas. Est-ce que c'est une technique? Ça fait partie, encore une fois, donc, de la stratégie de prévention aussi. Voilà, merci beaucoup. De rien. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci encore une fois donc, pour votre colère. Hein. Donc, encore une fois, cette colère qui est positive et qui rentre donc, dans cette sensibilisation, on reste toujours... C'est une rage au cœur. Voilà. Une rage au cœur. J'imagine, oui. Enfin, je disais colère positive. Alors, je ne sais pas si ça on ne peut pas être en colère, on peut être motivé. Enfin, je vais rougir. Je vais rougir, docteur, de bon matin. Vous voulez bien me laisser terminer l'émission, là? Je dis plus rien. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été parmi nous avec, ce matin. On retrouvera très bientôt, Inch'Allah, donc pour une autre thématique toujours qui touche à la santé. Alors, on reste toujours dans le domaine de la sensibilisation. Donc là, encore une fois, on vous propose de voir, de revoir encore une fois ce spot de sensibilisation qui explique encore une fois le mode de propagation qui est très rapide et de façon exponentielle de la pandémie. On se retrouve juste après.
Et toujours dans le domaine de la sensibilisation contre la propagation du coronavirus Covid-19, nous avons notre invité qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de M. Abdelkarim Zerouki. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour madame. Merci pour nous avoir invités et puis merci pour l'intérêt que vous donnez à chaque fois au mouvement associatif et aux personnes qui activent dans le domaine du bénévolat. Marhaba bik. Donc nous, on fait que notre travail, finalement. Voilà, c'est un travail de collaboration. Voilà. Alors, Monsieur Zerouki, vous êtes coordinateur national de la Fondation Nas El Khair. Alors, il n'y a pas longtemps, on vous a reçu. Vous travaillez aussi sous une autre casquette, mais toujours dans le domaine de la sensibilisation. Vous êtes aussi dans le domaine des jeunes entrepreneurs. Tout à fait. Donc c'est quand même une synergie. C'est quand même une coopération qui nous permet d'être réactifs, qui nous permet d'être efficaces aussi et efficients surtout. Donc dans ce genre de situation et de difficultés, on s'est rendu compte que tout le monde est le bienvenu et puis cette aptitude à essayer de mixer toutes ces énergies nous permet quand même de faire face à ce qui est difficile à affronter. Donc on essaie d'accompagner ou on essaie de coopérer aussi avec les institutions étatiques. C'est vrai qu'on est là on ne peut pas se substituer à l'État, mais on est là pour plus ou moins accompagner et puis confirmer ce qui doit être fait sur le terrain, donc à travers plusieurs campagnes de sensibilisation, à travers plusieurs actions nationales et des actions communes et plus ou moins planifiées avec plusieurs acteurs qui sont nécessaires. Donc des acteurs qui activent dans le mouvement associatif. Donc il y en a des opérateurs économiques qui nous assistent, qui nous accompagnent, qui nous financent. Et il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui font ce qu'ils savent faire le plus. Donc, entre autres, donc nous avons beaucoup d'ateliers qui confectionnent des bavettes. Donc, on s'est rendu compte que ces jeunes qui ont fait des acquisitions dans le cadre des dispositifs en sèche, CNAC ou en GEM ou même en fonds propres, ils sont très utiles et ils ont démontré quand même leur disponibilité à contribuer à cette lutte, à cette guerre contre le coronavirus. Donc c'est quand même une coalition qui nous a quand même permis de faire face, bien sûr chapeautée par la Fondation Nas El Khair qui est quand même très bien rodée, très bien rodée dans le domaine du bénévolat. Donc elle pilote tout ça. Alors justement, la Fondation Nas El Khair, elle est plus à présenter aujourd'hui parce que vous dites elle est quand même bien rodée sur le terrain. On a vu ses actions dans toutes les situations, dans toutes situations confondues. Alors depuis les premiers cas qui ont été déclarés en Algérie concernant le coronavirus à Covid-19 et donc bien entendu, elle a été sur terrain depuis le début et donc là, la Fondation Nas El Khair a mené plusieurs actions sur terrain, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc nous, la Fondation Nas El Khair, au lendemain de la crise, de la contamination mondiale, de la propagation du virus, donc la Fondation a tout de suite réagi. Et donc nous avons créé une cellule de crise qui est la cellule Emergency. Donc la cellule Emergency, elle est là pour justement pour réagir. Donc instantanément, on a fait l'acquisition des équipements nécessaires et puis des équipements de normes internationaux, donc des équipements détenus isothermiques et puis des masques avec filtre, parce que le but n'est pas d'intervenir et exposer nos bénévoles au danger. Donc le but était déjà de former nos bénévoles et de les équiper de tenues et d'équipements capables d'intervenir dans des conditions difficiles et puis de se protéger déjà, parce que au début on n'avait pas conscience un petit peu du danger. Donc on a fait appel à des experts qui nous ont quand même formés, qui ont formé nos bénévoles, qui ont formé nos cadres. Quand vous parlez d'experts, ce sont des experts dans quel domaine? Des experts dans le domaine du secourisme, du sauvetage
Et donc, c'est des experts du Croissant Rouge, enfin, qui sont déjà formés à l'international pour intervenir dans des conditions difficiles, dans des conditions comme ça de contamination, dans des conditions d'extrême contamination. Donc, et puis on a eu bien sûr l'accord des autorités, parce qu'il fallait déjà travailler en collaboration déjà avec les autorités. Vous pouvez pas effectivement travailler en parallèle. Donc, on a quand même eu les facilités et puis les autorisations pour pouvoir intervenir, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir manipuler des outils comme ça sensibles pour pouvoir décontaminer, pour pouvoir intervenir au moment instantanément. Donc, et puis à la suite, donc tout de suite après, on a eu Ramadan. Donc Ramadan, on a réagi aussi, on a remodelé un petit peu nos programmes. Nous avions à la Fondation Nasré, nous avions des programmes tracés déjà, des programmes annuels tracés. Donc parmi le programme, donc on avait le chapiteau géant où on accueillait des gens Ramadan pour pouvoir leur offrir le repas. Tout à fait. Donc avec le coronavirus, on a tout de suite remodelé donc le programme. Donc on s'est dit donc il est préférable déjà de ne pas recevoir les gens. Donc on s'est dit il faudrait leur livrer ces plats. Donc on a tout de suite mis en place un process pour pouvoir livrer ces plats, pour pouvoir déjà préparer ces plats dans des conditions d'hygiène irréprochables, et puis les livrer, selon le besoin, parce qu'il fallait déjà s'organiser sur le plan régional, sur le plan aussi local, sur le plan aussi quartier. Donc il fallait avoir des informations par rapport à des personnes dans le besoin, des personnes qui ont été isolées plus ou moins par rapport au risque de contamination. Donc c'était des livraisons quotidiennes. Voilà, donc on a quand même pu faire face à beaucoup de choses, sans compter aussi les campagnes de sensibilisation. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation et ça a donné des résultats. C'est vrai que ça a donné des résultats, ça a donné de bons résultats. Et je tiens à remercier aussi nos bénévoles, parce que je tiens à rappeler aussi que tout ça c'est du bénévolat. Donc les gens sont là, ils font ça de manière spontanée, de manière naturelle, sans être rémunérés, sans être récompensés. Donc vraiment c'est quand même un travail colossal que nos jeunes et nos cadres sont en train de réaliser sur le terrain, et cela dans les 58 wilayas, à travers tous nos représentants qui sont là pour plus ou moins appliquer les plans d'intervention qui ont été élaborés au niveau de la direction générale, qui sont faits avec des experts qui ont quand même une vision à court terme et à moyen terme. Alors justement, Monsieur Zoloke, il faut dire que vous avez fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Vous avez été sur terrain, vous avez rencontré aussi les citoyens afin de les sensibiliser à la conjoncture sanitaire actuelle. Juste avant vous, donc nous étions avec Dr Benachno et nous avons parlé un petit peu de l'importance du port du masque. Pendant qu'il était là, nous avons vu un reportage donc, sur la conscience finalement des citoyens par rapport à ce port du masque, et nous avons vu donc plusieurs avis. Donc il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui n'y croient pas encore. Donc finalement les avis sont très divergents par rapport au port du masque, par rapport aux mesures d'hygiène. Alors vous qui êtes sur terrain et vous qui êtes confrontés directement aux citoyens, est-ce que vous sentez qu'il y a une résistance quand même de la part du citoyen, ou il y a quand même une prise de conscience? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une prise de conscience de la part de certains et pas de la part d'autres. Vous qui êtes sur terrain, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Écoutez, c'est vrai qu'auparavant, au début de la crise, c'est vrai que nous tout de suite, on a mis en place des ateliers de confection de bavettes. Effectivement. On avait une grosse quantité de production. Donc on avait en moyenne entre 20 000 et 30 000 bavettes confectionnées par jour. Et justement, dans ce sens, M. Zoloke, au départ, les gens ne portaient pas de masque parce qu'il n'y en avait pas. Parce qu'il y avait une rupture de stock. Oui. Mais ensuite, justement, le monde associatif a mis la main à la pâte et ils en ont confectionné donc des milliers de bavettes. Et pourtant,
le port n'est toujours pas à l'ordre du jour. Oui, on a confectionné, on était vraiment en surproduction. C'est vrai que les gens, il y avait de la résistance. Mais crescendo, donc les gens ont compris que c'était nécessaire, c'était même obligatoire. Même avec les lois que l'État a mis en place. C'est vrai que parfois il faut un petit peu sensibiliser. Il faut aussi des lois qui obligent les gens à porter ça. Donc c'est vrai qu'après on a vu que c'était un petit peu ça nous arrivait d'être en rupture, parce que c'est vrai que les gens commençaient à et là on voit que les gens commencent. C'est vrai qu'après, juste après l'Aïd, les gens se sont dit, je sais pas ce qui s'est passé, les gens se sont dit ça n'arrive qu'aux autres. Donc les gens ont commencé aussi à se lâcher, et on voit le résultat. On voit le résultat. Donc si au jour d'aujourd'hui on est à 1000 contaminations par jour, c'est par rapport à un comportement qui a été adopté, ça fait un mois auparavant. Donc c'est vrai qu'il y avait de la résistance. Mais là, on voit que les gens commencent à reprendre conscience que le port de la bavette est nécessaire. Parce que c'est vrai qu'il fallait un petit peu choquer les esprits à travers même si peut-être que c'est des vidéos, c'est des partages sur les réseaux sociaux qui peuvent parfois être horribles, mais il fallait choquer un petit peu la population pour voir que c'est réel, c'est quelque chose de vrai, de véridique. Ce virus qui tue les gens. Donc là on revoit qu'il y a quand même une reprise de conscience. Les gens ont conscience que c'est quand même véridique, c'est quand même dangereux. Les gens peuvent mourir. Donc les gestes barrières, c'est quand même quelque chose, des réflexes qu'il faut adopter sans résistance. Alors justement, dans ce sens, encore une fois, donc Monsieur Selouki, ces temps-ci, donc ces derniers temps, nous connaissons une hausse, encore une fois, des contaminations. Donc ce sont des chiffres que nous n'avons pas connus auparavant, au moins en Algérie. Donc ce sont des chiffres alarmants, il faut le dire. Ce sont des chiffres effrayants qui font peur, ils sont alarmants. Et là, on est en train de parler, enfin, il y a certains experts qui parlent de deuxième vague, d'autres qui disent qu'on n'est même pas arrivé, on n'est même pas arrivé au pic. Enfin, il y a beaucoup de débats là-dessus, parce que quand même, 5 mois de contamination, enfin 5 mois de conjoncture, on n'a pas encore le recul nécessaire pour en parler. Alors vous, donc qui êtes sur terrain, comment vous faites face finalement, encore une fois, à cette je ne sais pas si je dois dire deuxième vague ou pas, parce qu'on n'est pas encore sûr du concept, mais comment vous faites face, vous, à cette hausse donc exponentielle et drastique finalement des chiffres? Nous, sur le terrain, on essaie de ne pas trop réagir selon comme ça des théories. Nous, sur le terrain, on essaie d'être constant. Donc, une deuxième vague ou une troisième vague, c'est pas ça. C'est pas ce qui nous motive. Nous, ce qui nous motive, nous avons un plan d'action qu'il faut appliquer à la lettre. Donc, même s'il va y avoir baisse de contamination, on doit garder ce rythme. On s'est dit au moins jusqu'à la rentrée sociale. Donc, pour nous, c'est pas ça le plus important. Pour nous, le plus important, c'est de rester vigilant déjà, de rester constant sur les actions, de garder cette cadence. Parce que c'est vrai qu'il se pourrait qu'il y aurait une deuxième vague. Donc il faut être préparé à cette deuxième vague. Et si jamais il n'y aura pas de deuxième vague, ben, tant mieux. Donc pour nous, il y a de la main-d'œuvre, il y a de l'énergie, il y a des jeunes, il y a des bénévoles qui sont là, qui sont disposés, qui sont prêts à travailler, à faire ce qu'on leur demande de faire. Parce que c'est vrai qu'il y a de la discipline, les jeunes sont disciplinés, ils sont là, ils appliquent. Donc ça leur permet quand même, parce que le bénévolat, c'est quand même quelque chose de structuré, quelque chose de bien organisé. Donc c'est déjà un apprentissage pour les jeunes. Nous, au sein de la Fondation, on a toujours imaginé un scénario comme ça. C'est vrai que qu'est-ce qui nous a permis de réagir et d'être réactif et de répondre au quart de tour, parce que déjà on avait un plan d'action tracé, ça fait des années, on avait déjà imaginé un tel scénario. Donc c'est ce qui nous a permis de tout de suite faire les acquisitions, tout de suite faire appel aux personnes capables de mettre en place un plan d'action. Donc pour nous, le plus important, c'est d'être là, c'est de rester là, c'est de rester mobilisé. Parce que c'est vrai que ces jours-ci, les bénévoles ont tendance à un petit peu s'essouffler. C'est vrai. Oui. Quand on voit qu'il n'y a pas
il n'y a pas une prise de conscience. Ça démotive finalement, ça décourage. Tout à fait. Quand on voit qu'il y a des cérémonies, il y a des fêtes, il y a des rencontres ici et là. Donc tout ça, c'est vrai que ça essouffle un petit peu les bénévoles. Mais le but, nous avons quand même des cadres qui sont là pour accompagner psychologiquement ces bénévoles et pour pouvoir aussi les maintenir en garde, parce que même par rapport à eux, le but c'est de rester vigilant et de se prémunir aussi, parce que on n'est pas là pour apporter secours et puis s'exposer. Donc le but c'est de se protéger déjà soi-même et puis apporter secours aux personnes qui ont besoin, les personnes âgées, les personnes en difficulté, les personnes seules. Donc c'est un petit peu ça notre cible principale, c'est les personnes qui sont déjà des personnes isolées. Donc c'est un petit peu ça notre cible. Et puis après nous avons aussi des travaux de proximité, des travaux sur le terrain, on fait des travaux quotidien, donc de sensibilisation, on distribue des flyers, on explique aux gens, on fait des spots publicitaires sur nos pages, on sponsorise sans cesse. Donc c'est un petit peu ça le rôle de la fondation. Et c'est vrai que nous avons besoin aussi des médias, parce que les médias, c'est vrai qu'ils jouent un rôle très 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 important. Alors, vous êtes en train de parler des médias, là vous me tendez la perche directement, vous avez parlé de travail de proximité, vous avez parlé des médias, et c'est vrai que les médias font un travail considérable dans tout ce qui est sensibilisation. Et là, par téléphone, nous avons M. Khaled Akshout, qui lui est directeur donc, de la radio de Bouira. Donc encore une fois, quand vous le disiez si bien, M. Zerouki, donc ça c'est un travail de proximité duquel nous allons parler maintenant. M. Akshout, bonjour. Vous nous entendez? Oui. Marhaba bik, monsieur Akshout. Alors, vous êtes le directeur de la radio locale de Bouira. Alors, il faut dire, monsieur Akshout, que les médias ont aussi donc, participé à leur manière donc, à lutter contre la propagation du Covid-19, notamment par des campagnes de sensibilisation, par des émissions spécialisées. Et donc, quel a été votre travail pendant ces temps difficiles et cette conjoncture sanitaire difficile? Effectivement, de par sa vocation de radio de proximité, la situation sanitaire impose une grille spéciale pour faire face à cette propagation du Covid-19. Tous les programmes radio, que ce soit les émissions, que ce soit les campagnes de sensibilisation, que ce soit les rendez-vous d'information, sont automatiquement adaptés à cette conjoncture sanitaire. C'est vrai que la situation est extrêmement difficile au niveau local. D'abord, même pour l'accès à l'information, c'est pas tout le temps évident. Oui. C'est-à-dire, on se contente beaucoup plus des chiffres qui sont annoncés au niveau national pour avoir après des chiffres au niveau local. C'est une stratégie qui a été adoptée par les autorités publiques pour ne pas créer de la panique, pour ne pas créer en quelque sorte pour ne pas amplifier la maladie. Mais on constate aussi qu'il y a d'un autre côté que les gens cherchent l'information sur les réseaux sociaux quand ils ne la trouvent pas dans les médias publics. C'est le cas pour, par exemple, les pages de Facebook, les pages qui parlent de Covid-19. On essaie quand même d'apporter cette information aux citoyens pour qu'ils sachent où sont les foyers d'infection, où sont les régions, par exemple, qui sont infectées plus que les autres pour faire face, pour qu'ils prennent leurs précautions pour faire face à cette maladie. J'ai dit que depuis mars à ce jour, presque toutes les émissions, presque tous les rendez-vous d'information sont dédiés exclusivement à la Covid-19 pour essayer quand même d'être au diapason de ce qui se passe au niveau de l'information, soit au niveau local ou au niveau national. Alors justement, Monsieur Akshout, un média de proximité a pour vocation, bien entendu, d'être plus proche donc, de la localité, donc des citoyens de la localité. Alors est-ce que vous avez eu quand même des interactions ou des interactivités avec les locataires, plutôt avec les citoyens donc, de la région, eux qui vous appellent, eux qui participent probablement à vos émissions afin de participer à leur manière à cette campagne de sensibilisation? Bien évidemment, il y a des programmes, je dis, on a axé beaucoup plus sur l'interactivité
l'actualité. Bon, je parle du cas de la radio locale de Bouira depuis mars, sur ma propre initiative, je sais pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai lancé une émission qu'on appelle Tous concernés, Koulouna Maniou. D'accord. En arabe et en kabyle, c'est pour dire que nous sommes tous concernés par cette maladie, par la sensibilisation, par la prise en charge des cas qui sont avérés dans la wilaya, pour la prise en charge des familles nécessiteuses, pour aussi sensibiliser sur la distribution des bavettes, sur la distribution du matériel médical à quelques structures de santé. C'est un espace dédié exclusivement à la Covid-19. C'est un programme quotidien qui passe 7 jours sur 7 afin de faire participer le citoyen, que ce soit les citoyens dans les villes citadines ou dans les villages lointains de la wilaya de Bouira, dans les 45 communes de la wilaya. La spécificité de la radio de Bouira, c'est qu'elle travaille dans les 2 langues, en arabe et en kabyle, c'est-à-dire qu'on laisse les citoyens s'exprimer, des fois même lancer des appels pour qu'on vienne à leur aide. Alors justement, Monsieur Akshout, vous venez de le dire, donc vous avez carrément réadapté la grille des programmes de la radio par rapport à cette conjoncture sanitaire. Donc j'imagine que vous faites aussi un travail colossal par rapport à la sensibilisation à cette conjoncture. Alors vous, donc, qui êtes directeur de la radio, et donc vous avez donc suivi un petit peu l'adaptation de votre radio à la conjoncture. Est-ce que sur terrain, vous voyez quand même que, parce qu'on l'a vu, hein, donc il y a beaucoup de citoyens qui vivent un petit peu dans le déni, qui refusent un petit peu de croire à la maladie, qui refusent aussi à jouer le jeu donc du respect donc de toutes les mesures barrières, du port du masque, etc. Alors vous, dans la wilaya de Bouira, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un impact de ce que vous faites au niveau de la radio, comme travail informatif, comme travail de sensibilisation? Est-ce qu'il y a un impact sur les citoyens? Est-ce que les citoyens quand même répondent à cette conjoncture? Maintenant, est-ce qu'il y a un impact? Bon, je vais dire que tout est relatif. Bon, oui. C'est vrai qu'il y a des citoyens qui sont sensibilisés, qui sont... D'abord, pour accéder à la radio, on a fait en sorte que ce soit le porte-la-bavette obligatoire, la prise de température qui est obligatoire. Déjà, on donne un exemple pour les citoyens qui s'adaptent à cette situation. C'est vrai qu'il y a l'influence des réseaux sociaux sur le comportement des citoyens, sur, par exemple, des gens qui n'y croient même pas à cette maladie. C'est ça le drame qui se pose. Faire comprendre aux gens que la maladie existe. Et on a fait appel à des témoignages de gens qui sont malades, des familles qui sont endeuillées par la maladie. Mais ça reste toujours quand même un travail qui est colossal, c'est-à-dire qu'il faut en permanence parler avec l'association de tous les autres partenaires, que ce soit la santé, que ce soit les autres secteurs aussi, qui doivent apporter leur pierre dans cette campagne pour qu'on puisse faire passer le message. Les citoyens, certes, essayent d'adhérer, mais quand même, il y a l'influence du milieu. Quand vous êtes dans un milieu où la plupart des gens ne portent pas de bavette, automatiquement, vous allez faire l'exception et automatiquement, vous allez vous-même ne pas porter cette bavette. Mais c'est ce que du moins, ce que je vois... Vous avez constaté, oui. À la ville de Bouira, bon, les gens quand même sont un peu, j'allais dire, sensibles et portent la plupart, je dis bien la plupart, portent la bavette, que ce soit dans les magasins. Donc c'est déjà encourageant, Monsieur Akshout, de voir que la plupart portent la bavette. Donc il y a quand même une prise de conscience. On les remercie, ces citoyens quand même, qui participent à cette campagne de sensibilisation et surtout à casser la chaîne de propagation. Mais effectivement, on le remercie. Mais il y a aussi le fait que même, j'ai dit, les autres secteurs comme le commerce, comme le service de sécurité, ont agi à faire... Déjà, il y a des locaux commerciaux qui ont été fermés. Il y a pas mal de commerçants qui ont reçu des mises en demeure de fermeture. Et automatiquement, quand dans un quartier, vous avez une épicerie qui est fermée, le reste qui sont ouverts, alors les autres aussi vont faire très attention à imposer. Parce que c'est la responsabilité du propriétaire du local ou de l'activité d'imposer à ses clients de porter la bavette, de respecter la distanciation physique.
malheureusement, il y a certaines communes aussi, même ici dans la Wilaya de Bouira, oui, où la bavette et le respect des distances et tout sont quand même très rares. Mais généralement, dans les grandes villes, c'est ce que j'ai remarqué personnellement, il y a quand même l'adhésion de la population. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Khaled Akshout, vous avez été parmi nous par téléphone. Donc, vous êtes à Bouira, vous êtes le directeur donc, de la radio locale de Bouira. Merci beaucoup donc, pour tout le travail que vous faites. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Monsieur Zoloré. Donc, on a vu un petit peu donc, le travail de proximité, mais cette fois-ci des médias. Donc, encore une fois, auprès de la population. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous essayez toujours de rester vigilant, donc d'être toujours là, d'être toujours sur pied et surtout de ne pas vous décourager, d'autant plus qu'il y a certains comportements qui peuvent avoir raison de vous hein, et de votre courage. Donc là, on ne voit pas un petit peu le bout du tunnel, hein, il faut le dire, Monsieur Zaloré. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, on ne sait pas si ça va continuer à augmenter, si ça va baisser, on ne voit vraiment pas le bout du tunnel. Et vous, donc, vous basez sur un plan d'action particulier. Alors maintenant que les choses ne sont pas claires, maintenant que les choses sont floues par rapport à l'évolution donc de la situation actuelle, comment vous comptez donc travailler dans des conditions quand même qui ne sont pas très claires? Nous, au sein de la Fondation Nasr El Khair, on est préparé, on est vraiment préparé à ce que la chose dure un petit peu, parce qu'on est préparé. C'est vrai qu'on avait un petit peu un besoin en matière première pour la confection des bavettes. Et enfin, je remercie les opérateurs économiques qui n'ont pas hésité, qui sont généreux, les opérateurs économiques qui sont sérieux, qui sont là, qui nous accompagnent. Donc ils n'ont pas hésité à mettre à notre disposition les matières premières pour les tissus, pour pouvoir confectionner. Donc nous, on n'arrête pas aussi de coopérer avec tous les CFPA surtout. Donc je remercie aussi les CFPA, puis les particuliers capables de confectionner. Donc nous on est là, on est préparé. C'est vrai qu'on essaie à chaque fois de rassembler, de recruter des jeunes, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire un petit peu des brigades pour pouvoir laisser les jeunes un petit peu se reposer un petit peu. Donc on est en train d'améliorer, de perfectionner un petit peu notre plan d'action. C'est vrai qu'auparavant on s'est dit c'est une histoire d'un mois, et là c'est vrai que ça dure. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On ne sait pas. C'est vrai que quand on voit à l'international, personne n'est capable de dire quand est-ce que ça va. Quand est-ce que ça va. Déjà que le vaccin n'est pas là, il n'est pas encore disponible. Aucun traitement n'est là finalement. Ben oui, même si il va y avoir un vaccin, on sait très bien que le vaccin va nécessiter beaucoup de temps pour pouvoir produire et puis alimenter ou livrer au monde entier. Donc là, on est préparé à ce que... Donc vous, finalement, vous êtes préparé au meilleur comme au pire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkrim Zelouki. Vous avez été parmi nous ce matin, de nous avoir encore une fois apporté toutes ces précisions par rapport aux actions donc, de la Fondation Nasr El Khair. Je rappelle, vous êtes coordinateur national de la Fondation Nasr El Khair. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de courage dans tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous allez entreprendre. Voilà. Merci encore une fois. Alors là, je vous propose donc un extrait du documentaire donc Vestiges et patrimoine, qui est réalisé par Abdelrahim Abdelaziz. Voilà, Rahim Abdelaziz. Et donc l'extrait, il est lu par notre ami Yazid Ait Mahidine. Alors ce documentaire, ou cet extrait du documentaire, revient sur le site de Mador, et on se retrouve juste après pour parler justement d'une des particularités de ce site. À tout de suite. Au nord des Aurès, la cité de Mador, qui fut naguère un établissement numide sous les Aglides, Sifax et Massinissa, constitue le parfait exemple de la colonisation romaine de cette partie orientale de l'Algérie. Les fouilles sur ce site sont loin d'être achevées. Beaucoup reste à faire en matière de recherche pour étaler au grand jour la portée multicivilisationnelle de Mador. Quand ils ont débuté les fouilles à Mador, en fait, les fouilles ont commencé de 1843
jusqu'à 1930. Et c'est en 1902 que Stéphane Exel et Charles Joly, c'était le premier maire à Kalama également aujourd'hui, qu'ils ont commencé les fouilles, bien sûr à Mador et à Annona et à Tubercikium. Il y avait juste quelques édifices qu'on pourrait voir, juste la citadelle byzantine, et un petit peu le mausolée romain et l'arc des grands thermes. Ils ont commencé par faire des fouilles de 1902 jusqu'à 1930. Engloutie sous terre, l'antique cité de Mador a fini par révéler ses monuments dès 1930 suite à de longues fouilles conduites par le célèbre archéologue français Stéphane Exel. Le Mador il a été fondé dans le 1er siècle, en 75, pendant l'empereur Vespasien, c'est-à-dire pendant les Flaviens. Alors c'est les Flaviens qui gouvernaient le royaume romain à cette époque-là. L'empereur Vespasien a accéléré la colonisation de cette partie de la Numidie. Mador, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est la première ville où il y avait une école pour la philosophie, le latin, les mathématiciens et bien sûr c'est la ville natale de Apulée. Apulée de Mador, c'est le premier romancier dans l'histoire, dont il est né bien sûr dans le 2e siècle, plus exactement en 123, il est décédé en 200. Apulée de Mador, contrairement à Saint-Augustin, il était d'une famille aisée et son père était un duumvir. Et c'était quelqu'un qui avait des capacités de faire ses études, d'aller vers Carthage et vers Rome avec ses propres capacités. Et voilà, donc c'était un extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz, Vestiges et Patrimoine. Donc le documentaire a été lu par notre ami Yazid Aït Mahiddin et il nous a parlé donc du site de Mador et on va rester là-bas en compagnie de Samira. Samira, bonjour. Bonjour. Ça va Samira? Ça va très bien. Vous allez bien? Très très bien. Alhamdulillah, marhaba bik encore une fois. Alors Samira, aujourd'hui vous avez décidé de nous emmener justement à Mador, au site Mador qui se trouve au nord-est du pays, oui. Donc particulièrement à Soukharas. Et là, vous allez nous faire découvrir finalement la première université de l'humanité. Non, alors c'est pas la première université. L'une des premières. L'une des premières, on va dire celle qui a été à un certain moment classée deuxième sur le continent, première sur le continent africain et deuxième après celle de Rome. D'accord. Voilà, donc on va dans la région de Mdaourouch, qui est en fait Madoros ou Madora, actuellement, alors c'est un nom romain, latin, et actuellement, elle est à 50 km de Tagas, Soukharas, voilà, et on remonte le temps jusqu'au 2e siècle. Voilà. Ça va loin. Hein? Oui, ça va loin parce que Mador va devenir avec le temps successivement berbère, romaine. Elle va connaître aussi la civilisation vandale et byzantine. Voilà, à la base, Mador est fondée, je ne sais pas si tu le sais, comme en fait c'est une ancienne cité numite. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, donc elle a abrité une université. Là, très nous avons connue. une carte qui nous présente qui nous justement montre Madrouch. Voilà. Alors, la situation géographique donc de la ville. Nord-est. Voilà. Elle est à peu près à 480 km de la capitale, d'Alger. Voilà. Et donc Mador, on dit de Mador qu'elle a été détruite par la reine guerrière Kahina, donc, non, pardon, par ses habitants, à l'instigation de la reine guerrière Kahina. Pourquoi? Elle a pratiqué cette politique qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Elle l'a pratiquée pour dissuader les envahisseurs justement de s'approprier la cité de Mador. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de Mador? C'est qu'elle a abrité des hommes de lettres, des philosophes, des mathématiciens, des rhétoriciens, des grammariens qui sont venus de partout, de par le monde, et qui sont venus étudier et se spécialiser. À l'époque romaine, Mador est spécialisée, elle est réputée, en tout cas pour sa spécialité en philosophie. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui est passé par là-bas, des gens super connus, et on retiendra, donc, il y a entre autres Marcianus, donc Capella, qui lui était astronome et écrivain, il était romain, et il y a eu aussi au IVe siècle Maxime de Mador, voilà, qui était orateur et grammairien. Mais celui qui a le plus marqué.
Alors, c'est le deuxième, hein, mais juste pour le citer, c'est Augustin d'Hippone, qui est Saint-Augustin, bien sûr. Oui. Voilà. Et donc, Saint-Augustin parle aussi, on retrouve dans les écrits de Saint-Augustin, on retrouve celui qui a le plus universalisé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais celui qui a rendu la réputation, qui a fait reconnaître Mador dans le monde et dans l'universalité pour l'éternité, c'est Apulée de Mador. Voilà. Apulée ou Afoulaï, en berbère, puisque lui, d'origine, il est berbère. Il est né dans une famille romaine, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage. Une famille aisée, son père était magistrat, et à sa mort, il lui lègue, à lui et à son frère, à Apulée et à son frère, il leur lègue pas moins de 2 millions de sesterces. Donc un sesterce, je crois que c'est 0,76 €, il faut faire le calcul, c'est beaucoup d'argent. Faire le calcul, là, si vous parlez en euros, donc ça doit être vraiment... Exactement, et comme Mador, et comme Apulée, pardon... Vous avez le téléphone sur vous? Non, cette fois-ci, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous prêter son téléphone? Je voudrais faire le calcul, franchement, là... Une calculatrice? Voilà. Donc, si, est-ce que tu peux juste activer juste la calculatrice? Parce que là, franchement, ça me travaille. Hein. Donc, on sait qu'un sesterce, c'est 0,76 €. Voilà. Et vous avez dit 2 millions? 2 millions. Voilà. 2 millions de... Alors, sinon, tu nous fais le calcul? Voilà, et il va nous faire le calcul en attendant. Sinon, alors là, nous sommes en train de découvrir quand même quelques alors ce qu'on voit, images. c'est l'œuvre, je pense, en latin de l'œuvre qui est la plus connue de... Alors, juste pour résumer la chose, c'est très difficile de revenir sur toute l'œuvre d'Apulée de Mador. C'est quelque chose d'énorme. Et malheureusement, plus de la moitié a été perdue. Mais ce qui a marqué l'éternité, c'est... il a plu? J'insiste. J'insiste. Alors, 2 millions. 2 millions. Attendez. Ça fait beaucoup d'argent. 2 millions sur je sais pas. Zéro, vous avez dit 0,76. 0,76. Oui. Ça va faire beaucoup de chiffres. Euros, là, je sais pas, en dinars. Ça va faire 1 520 000 €. Pour l'époque, on est au IIe siècle quand même. Hein. Il faut rappeler qu'il est né en 1900, voilà. Alors en 123 ou 125. Et ça fait quand même... oui, ça fait un paquet d'argent. Là, on parle du IIe siècle en plus. Hein, donc, et vous savez 18 siècles plus tard. Exactement. Et vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec, justement? Il l'a dépensé. Il l'a claqué en voyage. Il est parti partout. Et c'est ça l'histoire. Toute l'histoire d'Apulée, c'est ça. C'est que c'était un assoiffé de savoir. Et il avait besoin d'aller, par exemple, à... Franchement, il a fait le plus bel investissement, finalement. Hein. Il a fait le plus bel investissement. Je ne sais pas. En tout cas, 2 millions sont partis en fumée. On a de toute façon, je ne sais pas, ça reste subjectif. Hein, de toute façon, Samira, hein, ça reste très subjectif. Si on dépense 2 millions de sesterces, c'est ça? Sesterces. Si on dépense 2 millions de sesterces, donc à s'auto-construire, oui. Donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Mais après, ça reste subjectif. Après, ça reste subjectif. Alors, de lui, qu'est-ce que Saint-Augustin nous dit? Il nous dit que chez nous, Africains, Apulée, en sa qualité d'Africain, est le plus populaire. Moi, c'est vrai, c'est incontestable, sauf que Apulée est allé partout. Oui. Il est allé, par exemple, à Carthage pour apprendre la rhétorique. D'accord. C'est là-bas qu'il s'initie au platonisme. C'est là où ses premières influences en philosophie commencent. Et il va ensuite à Athènes, donc en Grèce. Très connu pour tout ce qui est formation, tout ce qui est études avec tous les philosophes. Et il y apprend la géométrie, la musique et aussi il parfait sa rhétorique. Il apprend le débat. Avant, c'était très, très populaire d'avoir des déclamations publiques. Oui. Dans les marchés, on trouvait toujours un poète ou un philosophe. Il a appris aussi la poésie à Athènes. Hein. Oui. Il y apprend à déclamer. Et il est même avocat. Parce que plus tard... Avocat, donc c'est un petit peu la vocation de son papa, quoi. Il est en train de suivre un petit peu les pas de son père. De son père. Et alors, il a plaidé dans sa propre affaire, parce que plus tard, il va se marier avec une riche veuve à Tripoli, et on va l'accuser d'avoir utilisé de la sorcellerie. Parce qu'il est considéré comme un magicien aussi. Il a appris les mystères du culte. Donc, il avait beaucoup d'arcs à ses cordes.
Et donc, on va l'accuser et il va plaider pour sa défense et il va en faire une œuvre qui s'appelle Plaidoyer pour soi-même. C'est Apologia, je crois, en grec. Voilà, donc l'œuvre globalement, et c'est difficile de la résumer, l'œuvre d'Apulée est très vaste. Malheureusement, elle a été perdue aux 3/4. Mais ce qui nous reste et ce qui a marqué l'humanité, c'est Métamorphose. Métamorphose ou L'Âne-d'Or. C'est une œuvre, c'est un roman. Et c'est le premier roman de l'humanité. Il est chez nous, en Algérie, à Mador, à 480 km d'Alger. Et on est très fiers de ça. Et ce qui se passe, c'est que dans Métamorphose, pour la réduire à la plus simple définition également, on a l'impression que c'est une œuvre autobiographique. C'est l'histoire d'Apulée qui se raconte à travers le personnage de Lucius. Et Lucius, comme le nom de l'ouvrage l'indique, de l'œuvre l'indique, c'est quelqu'un qui va être transformé en âne. Et on va voir toute la condition humaine, socio-culturelle, politique. On va voir tout ça dans cet ouvrage de l'époque d'Apulée. Voilà. À l'époque où on est au deuxième siècle. Lui, il est né en 1923, où on n'a pas de certitude, ni quant à sa date de naissance, ni à celle de son décès. On sait qu'il est né à peu près entre 123 ou 125 et qu'il est mort à 45 ans, c'est-à-dire à 170. Voilà. On ne sait pas où il est enterré. On a juste une indication, une épitaphe, on va dire, gravée dans de la pierre, qui indique qu'il a vécu ou qu'il a fait, qu'il a vécu à l'endroit où l'épitaphe a été retrouvée. Ce qu'on peut dire sur l'œuvre, c'est qu'elle met en avant plusieurs personnages, bien sûr, mais le principal est Lucius, et qu'il revient sur la condition humaine globale, mais précisément celle des pauvres. Voilà. Mador, c'est ça. Alors qu'il était riche. Alors qu'il était riche. Voilà, finalement, tout le paradoxe est là. Il était riche de par son père. Ensuite, il a épousé une veuve riche à Tripoli. Oui. Et donc le fils de cette femme, je crois, l'a accusé d'avoir usé de sorcellerie. De sorcellerie. Oui, il avait un long parcours. Par rapport à la magie et la philosophie. Donc il a vacillé entre les deux, entre la philosophie et la magie. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas... malheureusement, l'histoire, elle reste fragmentée, finalement. Donc, il y a quand même quelques pièces de puzzle qui manquent. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Non, on sait donc, pas. il y a certains... On n'est même pas sûr de sa date de décès. Oui. Et on a seulement cette œuvre qui est restée pour nous, jusqu'à nos jours. Elle est en latin et elle est composée de 11 livres. Bon, bien sûr, il y a quelques poèmes qui sont restés. Il y a Apologia aussi, qui est Plaidoyer pour soi-même. Il y a quelques œuvres qui sont restées, mais en comparaison avec ce qu'il a produit, non, il ne reste pas... C'est pas grand-chose. Voilà. Et donc... Alors, je disais, là je suis partie sur une autre sphère. Allez, je reviens à vous. Je reviens au IIe siècle. Donc, je reviens au IIe siècle. Alors, il faut dire quand même que ce sont des œuvres qui ont été traduites, qui ont été rééditées et qu'on peut trouver aujourd'hui, donc au niveau de certaines librairies. Alors, on peut retrouver. Alors récemment, il y a eu un colloque, récemment je pense en 2015, il y a eu un colloque organisé par le Haut Commissariat à la Mazirité, ici à Alger. Il y a eu des spécialistes qui sont venus un peu de partout, de Tunisie, de Lyon, d'Algérie bien sûr. On a eu des historiens et ils ont travaillé pendant plusieurs jours sur l'œuvre et la vie d'Apulée de Mador. Ce colloque, donc à l'issue de ce colloque, il y a eu les actes et ces actes ont été publiés aux éditions ENAC. Donc ils sont disponibles effectivement dans les librairies. Mais L'Âne-d'Or en général est disponible dans plusieurs, édité par différentes maisons d'édition. On peut le retrouver en librairie. Et puis justement la version arabe de l'œuvre d'Apulée de Mador a été traduite par Aboulhaïd Doudou El-Himar Dhahabi, aussi qu'on peut trouver. Donc ce sont aussi des livres. Alors ce qui est intéressant par rapport à son œuvre, c'est qu'elle est destinée à toutes les générations. Donc ce sont les adultes tout comme les enfants qui peuvent le lire. Samira, merci beaucoup pour ce beau voyage, donc pour cette belle découverte encore une fois. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Alors en rappel encore une fois, alors on remercie tous les citoyens quand même qui prennent conscience de la situation sanitaire
qui devient donc de plus en plus difficile, qui devient de plus en plus insoutenable. Alors pour les autres citoyens, s'il vous plaît, le virus, il est toujours là. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez toujours faire un tour au niveau des hôpitaux et vous aurez donc une meilleure vision donc, de ce virus donc, qui finalement tue. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouverai très très bientôt. Et là, on va terminer, on va se quitter sur ces images quand même du corps médical qui est épuisé, qui est fatigué, qui est au terme donc du burn-out. Alors s'il vous plaît, aidons-les juste avec ces gestes barrières. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.